puis enfin, il y a ceux dont on ne dit rien, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ce sont les Arabes, les Africains. Alors on met dans le même sac civilisation africaine, où on met n'importe quoi. Vous avez à la fois des pays développés, très développés, comme l'Afrique du Sud, ou bien certains morceaux de l'Angola ou du Botswana, avec des pays qui sont parmi les plus retardés au monde, comme le Rwanda ou le Malawi, et puis avec des pays francophones et catholiques, comme par exemple le sud de la Côte d'Ivoire, ou bien le Bénin, ou bien le Gabon, et puis vous en avez qui sont des pays musulmans, anglais, comme le Nigeria, etc., des pays lusophones, bon, peu importe. Ça, c'est une vision totalement schématique du monde, mais c'est la vision qui nous est imposée, et c'est au nom de cette vision que nous sommes devenus désormais les supplétifs des États-Unis, et c'est extrêmement grave, parce que la construction européenne nous emmène vers la guerre. La France, sauf erreur de ma part, n'a jamais été autant engagée sur des théâtres d'opérations militaires dans autant de pays du monde qu'en ce moment. La France, elle a des conseillers militaires ou des soldats en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire, probablement en Syrie, et probablement des conseillers également en Ukraine. Et à chaque fois, la représentation nationale a été mise devant le fait accompli, ce qui est tous les principes les plus fondamentaux de la République sont violés. En République française, dans les républiques, depuis la proclamation de la République, et c'est marqué dans le texte de la Ve République, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Il n'y a plus de déclaration de guerre. On fait des opérations de police internationale illégales au regard de l'ONU, puisqu'il n'y a jamais eu le feu vert du Conseil de sécurité. La France est devenue un État voyou dans la main des Américains. Nous sommes responsables d'attaques qui créent des millions de morts. Il faut quand même savoir ce qui s'est passé en Libye depuis l'attaque qui a été faite par la France et les Anglais. 2 tiers du peuple libyen a fui son pays, a déstabilisé le Mali, le Machrek. Après, ça fait des boat people en Méditerranée. Et après, au bout de tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des attentats en France et on pousse des cris d'orfraie. Je ne suis pas là pour défendre les attentats, bien entendu. Nous réclamons, que toutes les responsabilités sur les attentats soient remontées de toutes les filières. Et qui est-ce qui est à l'origine? Mais qu'est-ce que fait la France par notre appartenance à ça? Ainsi se termine ma conférence. Je ne vous ai pas dit tout, parce que je n'ai pas eu le temps, et puis je veux pas... C'est déjà très long, j'en ai conscience, je vous prie de m'en excuser, mais j'espère vous avoir donné beaucoup d'informations. Mais je voulais vous dire qu'il y a 10 raisons essentielles, certaines que je n'ai pas évoquées, que vous trouverez dans mes autres conférences, pour lesquelles nous militons pour sortir de l'euro et de l'OTAN. D'abord, pour rétablir la démocratie. En particulier, nous devons dénoncer les articles 3, 4, 5 et 6 du TFE, je ne vous en ai pas parlé. Deuxièmement, pour résoudre la question de la dette publique. Il faut que la France redonne à la Banque de France son pouvoir régalien de financement de l'État et des collectivités publiques. C'est pas la seule façon de résoudre. On ne résoudra pas par un coup de baguette magique par cette affaire. Mais il faut quand même se soustraire à l'article 123 du TFE, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Sauver l'agriculture et les agriculteurs, je vous en ai parlé parce qu'ici ça se prêtait, la Meuse, il faut sortir des articles 38 et 39. Sauver l'industrie et nos emplois, je vous en ai longuement parlé. Il faut sortir de l'euro, c'est-à-dire dénoncer l'article 282. Il faut sortir des articles 32 et 63. Maîtriser l'immigration, c'est un sujet sur lequel on adore faire se battre les Français. Nous, en matière d'immigration, on dit que ça ne sert à rien de se battre, puisque ce ne sont pas les Français qui décident. Il est quand même extraordinaire que le Front National, qui adore mettre ce sujet sur le tapis, n'ait jamais expliqué aux Français que depuis le traité d'Amsterdam, ces articles 67, 77 et 79 du TFUE, qui gèrent la politique migratoire au niveau de l'Union européenne. Et je rappelle que Mme Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Préserver la santé et l'environnement, je vous en ai parlé, il faut sortir les articles 168 et 169. Conserver nos services publics et notre patrimoine national, je ne vous en ai pas parlé, c'est l'article 106 qui démolit les services publics. Défendre nos retraites et notre politique sociale, ça je vous en ai parlé, notre modèle social, notre démocratie aussi, c'est l'article 5 et l'article 121, ça je vous en ai parlé, les grandes orientations politiques et économiques. Protéger la paix du monde. J'ai oublié de vous dire à l'instant que l'article 42 du TUE nous place sous la tutelle de l'OTAN. Enfin, préserver la vision française et francophone du monde, je vous en ai parlé. Il faut sortir de cette construction géopolitique qui est en train de détruire notre pays, de détruire tout ce que nous avons été. Et nous sommes redevables de 40 ou 50 générations qui ont fait la France. Et puis, comme je le dis,
Prenons le contre-pied de Maurras, qui disait la France aux Français. Moi, je dis justement le contraire. C'est que la France, en fait, elle n'appartient pas qu'aux Français. C'est un patrimoine historique et moral qui appartient à l'humanité. Et il y a beaucoup de pays du monde, de peuples du monde, des gens qui aiment la France, qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ?» En Russie, en Chine, dans le monde arabe, en Amérique latine, les gens, ils attendent la parole de la France. De Gaulle l'avait parfaitement compris dans les années en 64, quand il va au Mexique, en avril 64, quand il va à l'automne 64 dans tout le sud-continent, quand ensuite il va aller en 66 en URSS, quand il reconnaît la République populaire de Chine en 64, dans le monde entier, la France a un prestige, un patrimoine moral qui ne demande qu'à remarcher du jour au lendemain. Rappelez-vous le fameux discours de Dominique de Villepin en 2003 à l'ONU quand il s'est opposé à la guerre en Irak. Dans les 48 heures qui ont suivi, il y avait des files d'attente dans le monde entier. De Pékin à Buenos Aires, de Sydney à Moscou, du Caire à Mexico, etc. De gens qui faisaient là des files d'attente devant les alliances françaises. J'ai gardé les dépêches de France pour apprendre le français parce qu'ils retrouvaient la France qu'ils voulaient. La France qui s'oppose aux empires, Astérix qui dit non, et le peuple, 80% des peuples du monde se retrouvent derrière Astérix à ce moment-là. C'est ça le devoir que nous avons collectivement sur la France. Alors, je terminerai cette conférence comme je le fais pour toutes les autres. Il est tout à fait possible de dénoncer les traités européens, de sortir de l'Union européenne, puisque les traités l'ont prévu. Donc ce n'est pas de l'extrémisme. Puisque les traités l'ont prévu, je ne veux faire qu'appliquer un article des traités, qui est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen, au Conseil des ministres. À ce moment-là, l'Union est négociée et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Ça veut dire quoi? C'est lorsque vous avez un couple qui divorce, il faut bien régler le problème du divorce. Voilà. Et bien c'est pareil. On ne divorce pas en l'espace de 30 secondes. Il y a des problèmes à régler. Il y a des enfants, il faut attribuer les enfants, il y a une pension alimentaire versée en général par monsieur et madame, parce que souvent c'est madame qui a la garde des enfants, mais monsieur souvent a également le droit de visite avec les enfants, et puis le couple a pu acheter en commun des objets, donc il faut répartir tout le travail d'un juge des affaires matrimoniales, et ça prend quelques mois. Et bien là c'est la même chose. Et il peut y avoir des divorces qui se passent à l'amiable. La France, dans le temps de l'Union européenne, il faudra régler des tas d'affaires à gérer. Voilà, quand est-ce qu'on arrête de verser des fonds? Quand est-ce que les députés français au Parlement européen ne sont plus députés? Que deviennent nos fonctionnaires français à la Commission, etc. Et les gens qui disent oui, mais vous n'y arriverez pas, vous aurez des bâtons dans les roues, je dis non. Imaginez par exemple que les Britanniques décident de sortir de l'Union européenne, qui va leur mettre des bâtons dans les roues? Vous croyez que le gouvernement français va mettre des bâtons dans les roues pour empêcher les Britanniques de s'en aller? Pas du tout. Pourquoi voulez-vous que les autres pays nous mettent des bâtons dans les roues? Au contraire, la France décide de sortir de l'Union européenne, tous les autres, il y a beaucoup d'autres, les Tchèques, les Néerlandais, pareil. Encore une fois, comme elle l'a fait en 1789, comme elle l'a fait en 1792, comme elle l'a fait en 1830, comme elle l'a fait en 1848, comme elle l'a fait en 1871, comme elle l'a fait en 1918, comme elle l'a fait en 1944, comme elle l'a fait en 2005, la France montrera aux autres pays d'Europe la voie à suivre, parce que la France, c'est un souffle, c'est le pays qui inspire les autres pays d'Europe. Et de toute façon, les traités cessent d'être applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou à défaut 2 ans après la notification, c'est-à-dire que même si les affaires traînaient, au bout de 2 ans, on en sort de plein exercice. Je ne vais pas en dire davantage, puisque je renvoie à une conférence spécifique qui s'appelle le jour d'après. Nous sommes le seul mouvement politique qui a fait l'effort de présenter aux Français comment on sort concrètement, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura des mesures de rétorsion, est-ce qu'on va devenir la Corée du Nord. Allez voir ma conférence, vous aurez toutes les explications qui vous montreront de ne pas céder aux manœuvres d'intimidation de gens qui d'ailleurs n'ont plus rien à dire. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, comme ça m'arrive de voir des responsables des Républicains ou du PS, ils sont en bout de course. Ces gens n'ont absolument plus aucune vision de ce qu'il faut faire. Ils n'ont plus rien à dire. C'est ça la réalité.
Nous avons un programme de libération nationale qui s'inspire du programme du Conseil national de la résistance et qui va au-delà de ces trois grands domaines. Donc je vous y renvoie. Je terminerai vraiment en vous montrant ces photos qui sont des photos des émeutes qui se tiennent régulièrement en Grèce, même si personne ne vous en parle. Nous sommes lancés, vous avez vu l'évolution du chômage, nous sommes lancés dans une évolution qui est dramatique. Et je pèse mes mots, il y a un risque réel, sérieux, que la situation finisse un jour ou l'autre par déraper en France, parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous le voulez bien, l'Union populaire républicaine, je le crois profondément, c'est la dernière chance d'une solution pacifique avant le chaos. Et mon ultime planche, ça sera pour faire un appel au peuple. Je ne fais pas ça pour faire de l'entertainment. Je vous l'ai dit, moi je fais ça parce que j'aime mon pays. Ça paraît presque incroyable qu'un responsable politique français dise qu'il aime son pays. Parce que je crois que les Français sont capables de choses extraordinaires, toute l'histoire a montré, des rétablissements les plus spectaculaires qui soient. Je dis simplement qu'il faut que l'on se mobilise, tous collectivement. Et donc, je fais un appel. Si je ne vous ai pas convaincu, tant pis pour moi, et puis tant pis pour mon pays, je le crois. Mais si je vous ai convaincu, et en particulier si vous suivez l'UPR depuis maintenant un certain temps, alors je vous dis vraiment, je vous en conjure, il y a un moment à partir duquel il faut sauter, passer à l'acte. Et passer à l'acte, eh bien, ça veut dire qu'il faut adhérer à notre mouvement. Ça ne sera pas marqué sur votre front. La CIA n'en sera pas informée sur le champ. Votre employeur non plus. Mais pour nous, c'est très important parce qu'on aura des adhérents en plus, un petit peu d'argent en plus. Notre beau compteur, parce que nous sommes le seul parti politique aussi, parce que je crois que nous sommes le vrai seul parti très honnête, nous publions, nous incrémentons notre compteur d'adhérents à chaque fois qu'on a des nouveaux adhérents, que ceci est très suivi sur la scène médiatique et politique française, même s'ils font semblant de ne pas nous connaître, ils nous suivent tous avec la plus grande régularité. Je terminerai en vous citant cette belle citation. C'était un essayiste suisse qui s'appelait Max Frisch, qui vivait au XXe siècle, qui parlait des comment dirais-je, des dictatures, et qui disait il y a dans les dictatures pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. C'est-à-dire que les gens qui savent et qui pourtant savants ne font rien. Alors, les gens qui ne savent pas ce qui se passe, c'est triste, et moi depuis 9 ans je parcours la France pour que les gens savent et se rendent compte de ce qui est en train de se passer, c'est la destruction de notre pays. Maintenant, ceux qui savent et qui ne font rien, ça c'est quelque chose qui moi m'attriste profondément, parce que ça, c'est pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. C'est la raison pour laquelle sortir de la destruction européenne, ça commence par adhérer à l'UPR. Je vous remercie de votre attention. Vous avez été très attentif, je vous en remercie infiniment. Avant de terminer par le buffet, je suis là